conte de vie, présenté par... Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en direct de Radio Val d'Azergues et c'est pour l'épisode 13 où j'ai la chance de recevoir un monsieur particulier qui s'appelle Ludovic Tenon. Bonjour Ludo. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui on le fait aussi un petit peu, on teste un nouveau format comme à chaque fois, en fait on s'adapte aux gens et aujourd'hui ce sera un petit peu comme dirait une amie à moi, une discussion de comptoir. De comptoir, de bar, exactement. Ok, donc bonjour Ludo. Alors toi, on va commencer par le principe de la rencontre. Je t'ai rencontré il y a le Covid, hein, je ne sais plus exactement. Oui, c'était avant le Covid. Ouais, 4-5 ans, 4 en ans. 2019. Ouais, juste avant que ça démarre. Et toi, tu es factotum au collège Alexis Candelaft. C'est ça. Et je t'ai rencontré pourquoi? Alors, pour un projet qui est... le projet Antigone qu'on a fait au collège, afin de construire les décors de ce projet-là. Et en fait, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, mais on part dans un truc gigantesque, fou, et ça m'a bien plu, et c'est pour ça que j'ai accepté. Et puis, donc voilà. Ah ouais, j'étais bien content effectivement que tu me dises, allez viens, on y va et tout ça. Ouais. Et surtout que toi, on va le voir dans la vie, justement dans ton parcours de vie, tu as un truc dingue de multiples jobs. Ouais, C'est ça. Tu fais beaucoup de choses. Ouais, c'est clair, on va y revenir. Et ça nous a beaucoup servi. Alors Ludovic, toi, tu es un Caladois. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Caladois, je suis né à Villefranche-sur-Saône. Donc les habitants de Villefranche-sur-Saône sont des Caladois. Ok. Voilà, donc, vas-y, raconte, parce que là on n'a pas préparé, donc fais-moi rêver. Ouais, je suis né en, en 83 à Villefranche, la polyclinique de Villefranche exactement, qui n'existe plus maintenant. Ça sous-entendait du polytravail déjà, du polycompétence. Voilà, tout à fait. Donc en 83, Villefranche, voilà. Ok, tu grandis comment, avec qui? Enfin, avec mes avec parents qui peut-être, si tu veux. Alors, on habite sur Villefranche, derrière une grande surface Géant Casino à Villefranche, pendant 5 ans. En fait, jusqu'à l'âge de 5 ans, mes parents habitaient sur Villefranche. Puis un heureux événement est arrivé, ma sœur, en 88. Et donc, on a dû déménager puisque l'appartement où on habitait était trop petit. Donc ils ont trouvé une villa sur Glaisé, à côté de Villefranche. Donc nous voilà déménagés, partis de Villefranche, ma ville en fait. Ma ville fétiche, voilà, on va y revenir pour les conscrits d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ouais. Et du coup, on fait notre petit train de vie sur Glaisé. Tes parents font quoi? Alors à l'époque, ma mère était prothésiste dentaire et mon père... mon père a fait pas mal de métiers aussi, il a été ébéniste et en fait moi quand je suis né il travaillait en plasturgie. Ok. Je l'ai rejoint quelques années plus tard on va dire, j'ai bossé un petit peu avec lui et donc ensuite après ma mère a eu des problèmes de santé et a dû arrêter de travailler et elle a aussi arrêté de travailler pour nous élever. Ça c'est top. Voilà, elle a eu des soucis. Mais c'est top parce que ça permet qu'elle soit près de vous et tout ça, et ça je trouve ça génial. Tout à fait, des soucis de santé. Qui sont résolus. Oui, notamment pour les grossesses. J'aurais dû avoir deux petits frères ou petites sœurs, ou un petit frère et une petite sœur, des jumeaux, qu'elle a perdu entre moi et ma sœur. Donc bon, ma sœur arrive, et, voilà, on déménage sur Glaisé. Mon père donc, travaille toujours en plasturgie, ma mère ne travaille pas, elle nous élève. Donc voilà, et 4 ans après, il y a ma deuxième petite sœur qui arrive. Eh ben nickel. Donc impeccable, famille, large, tout va bien, ça. voilà, on est heureux, tout. Et puis donc on fait notre petit train de vie. Mais t'aimes bien la nature déjà. Voilà, déjà, c'est ça, parce là qu'on où va y mes revenir. parents ont déménagé, en fait, donc on était en plein centre-ville et on déménage sur Glaisé. Bon maintenant, il y a pas mal de maisons, il y a pas mal de choses, mais en fait, je sortais du terrain de mes parents, c'était la campagne. Il y avait une mare, on allait pêcher des tritons, on allait chercher des petites grenouilles avec les copains, on partait au fin fond des prés, ramasser des murs, on revenait, on était tout dégueulasse, on se faisait poudrer par les parents parce que, voilà. En plus la mûre, ça tâche pas, c'est connu. Non, puis bien sûr, on partait, on avait des t-shirts blancs, enfin tout allait bien. Un classique. Je me rappelle même qu'il y avait une vache qui appartenait
un paysan plus loin, on rentrait dans le pré, c'est 4 heures les gars, bon bah on va goûter, ouais, qui veut du lait? Bah moi, bon allez, et on va chercher le lait au pied de la vache. D'ailleurs c'est le meilleur lait que j'ai eu bu de toute ma vie. donc voilà, Donc ouais, et t'aimes puis, bien. voilà, j'aime bien. Et puis entre temps, donc à l'âge de 5 ans, mais je pense qu'on va y revenir après, j'adorais la musique, j'adorais tout ça, et puis ma mère elle me dit, bah Ludo, tu veux pas faire de la musique, un instrument, quelque chose? Non, non, j'ai pas envie et tout. Tu voudrais pas faire de la danse? Et là, je lui dis, ah bah ouais, pourquoi pas. Et me voilà parti dans mes années folles de danse. Donc je commence à l'âge de 5 ans sur une école de danse à Villefranche, sur Saône, jusqu'à l'âge de, je crois, 15 ans, il me semble. Ouais. Et danse quoi? Alors j'ai commencé par faire un petit peu de modern jazz, pour trouver un peu. Alors à la base, quand on est petit, c'est pas pour chercher une voix, mais c'est pour voir un peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Ouais. Voilà. Et puis vers l'âge de 7 ans, par là, je me lance carrément sur une voie, le rock. Donc on va pas parler de rock acrobatique tout de suite, parce qu'à 7 ans, on va pas balancer les cavalières. Oh, pardon, bon, une autre. donc vas-y. Donc voilà, donc je me lance, rock, tout ça. Je trouve une cavalière avec qui j'ai dansé pendant jusqu'à l'âge de 17-18 ans par là. On formait un couple. Et puis, donc nous voilà partis sur les routes, les compétitions. On est passé par l'Italie, par toute la France, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi, l'Allemagne, enfin voilà, mais essentiellement en Europe. Ok, mais comment ça, alors déjà, 2 trucs, c'est comment tu as choisi cette voie de rock acrobatique, et la seconde, comment ça se passait avec tes petits copains de collège? Parce que tu sais bien. Alors c'est bien, oui, voilà, c'est compliqué. Alors, donc arrivé au collège, bien sûr, quand on commence la première année, les professeurs essayent de nous connaître, demandent, bah toi, alors qu'est-ce que tu fais? Ah, bah moi je fais du foot. Ah d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je fais de la boxe. Et puis arrive moi, qu'est-ce que tu fais? Bah moi je fais de la danse. Et là, c'était très difficile. Ça pique. Ça pique. Je me suis passé par plein de noms d'oiseaux, enfin voilà, des moqueries. T'es hyper soft aujourd'hui, parce que d'habitude, en fait, on a une conversation beaucoup plus directe. Oui, donc, c'est vrai. Donc tu as les noms d'oiseaux, etc. Donc, voilà, donc alors on va pas dire que je me renferme sur moi-même, mais voilà, je me mets une carapace en fait. Ouais. Ces gens-là sont pas intéressants pour moi. Déjà je comprenais. Tu as fait un super travail sur toi-même déjà. Voilà, déjà je comprenais que dans la vie, il y a des gens bien et des gens moins bien. Moins bien, pas forcément moins bien pour tout le monde, mais pour moi. Donc je m'en écarte et je continue ma vie de collégien tout en fermant ma gueule, quoi, on va dire. Les noms d'oiseaux, je prête pas attention, enfin je les entends, ça me fait un peu mais comme chier si tu veux, mais... Ouais. Mais comme tu réussis dans la danse, et voilà. Alors pourquoi le rock particulièrement? Alors pourquoi le rock, à vrai dire, je ne sais pas. Alors si peut-être que ce prof de danse qui était là dans cette école, Gonzalo qui s'appelle, s'il me regarde, je te salue Gonzalo. Et en fait c'est un gars qui, je le regardais, c'était, oh là là, qu'est-ce qu'il est fort, il fait des grands écarts, il danse super bien, je veux faire comme lui. Classe. Et puis bah voilà, il m'a pris un peu sous son aile, des entraînements, des heures d'entraînement, tout ça, enfin, des entraînements, les compétitions. Donc de là, mes parents ont acheté un camping-car pour m'emmener en compétition, parce que voilà, on n'était pas une très très grosse école, donc on était très peu à partir. Ouais. Prendre un bus, ça coûtait trop cher. Il n'y avait pas de sponsor, rien à l'époque. Donc, on se débrouillait un peu par nous-mêmes. Donc, un peu de covoiturage. On partait. Et puis voilà. Puis mes parents ont dit, bah ouais, mais dormir à l'hôtel, faire ci, faire ça, c'est un peu compliqué. Allez hop, camping-car. Donc, on utilisait le camping-car pour aller en compétition. Tu avais quel âge là quand tu as commencé les compètes? Ma première compétition, je devais avoir 8-9 ans. Donc ils ont perçu en toi déjà quelque chose. Oui, alors après, la compétition, donc à l'époque, inter-école de danse, était ouverte à tous.
Après, pour des championnats, tout ça, c'était des sélections au cours de l'année. Donc, c'est-à-dire que les 5 meilleurs ou les 8 meilleurs passaient des compétitions un peu plus élevées. Donc voilà, et puis bah, j'ai fait mon bout de chemin. Et alors vient le moment du championnat de France et tout ça. Alors, voilà. Donc. Alors ça, c'est en 98. Je pense que j'ai changé aussi à cette période-là. Non, c'est en 97, pardon. 97, sortie de collège. Non, j'étais déjà bien sorti du collège, mais je vais t'expliquer quand même la sortie du collège parce que ces années-là où on me saoulait, où on se foutait de ma gueule, où voilà, un jour ça a pété. Un jour, et en fait, quand j'ai écouté ton interview sur les cailloux, voilà, c'est ça. Ça m'a fait repenser un peu à moi, mon époque. Et un jour, j'en ai eu marre. J'en ai chopé un et je lui ai dit, tu sais quoi, maintenant tu vas fermer ta gueule parce que ça va pas le faire. Et du coup, bah, alors prenez pas exemple sur moi, mais et du coup, bah, il m'a pas laissé tranquille. Bah, j'ai fait en sorte qu'il me laisse tranquille. Donc on s'est tapé dessus, machin. Enfin bref, voilà. Et du coup, mais le petit Ludo, en fait, il se laisse pas faire. Donc, on va peut-être pas se frotter à lui. C'est juste ça, en fait. Voilà. C'est pas se laisser faire. C'est ça. Ouais. Et après, ils partent. Parce qu'en fait, comme ils cherchent des pros faciles, comme tu es plus facile, ben. Et ben voilà. Ouais, donc, après, ça a été. Ils m'ont tous foutu la paix, j'étais tranquille. Voilà. Donc, très bien sorti de collège, nickel. Voilà. Et ensuite, donc 97. Alors, 96. Donc, compétition sur compétition. Je dansais. Par contre, j'avais un gros problème, c'est que je dansais pas en musique. Le rythme, je l'avais pas. Compétition, putain, ce gars-là, il danse super bien, mais il passe pas les premiers tours parce qu'il danse pas en musique. Et j'ai une petite bonne femme, Françoise, d'un club de rock à Mulhouse, qui vient me voir. Elle me dit, mais Ludo, putain, tu danses tellement bien, change d'école de danse, va prendre une école sur Lyon, une école pro, ça va te changer la vie, tout ça. Je vais te présenter un monsieur et tu verras. Alors ce monsieur-là, c'était le président de la fédération à l'époque, donc que je connaissais déjà très bien, Roger Pitra, et ben, il m'a appris à danser en musique, rythme. Ouais. En rythme. Et là, donc la rentrée de 96, en septembre 96, il me dit, bah, écoute, tu viens dans mon école, il n'y a pas de souci. Par contre, je te donne 3 mois. Si dans 3 mois, tu ne danses pas en musique, je ne pourrai rien faire pour toi. Et là, c'est bien, tu as un objectif, c'était clair. Ludo, un truc de pro. Ouais. Et on a passé des heures d'entraînement à travailler cette musique. Et en fait, il faut le déclic, il faut comprendre la musique. Et là, je comprends comment ça fonctionne. Et là, c'est parti. 97, championnat de France, je deviens champion de France. Et là, tout s'envole pour moi. La compétition, j'avais toujours des personnes qui étaient souvent un petit peu plus hautes que moi. Et je me disais, il faut que je monte au-dessus, Et du coup, je suis parti, je montais. J'ai fait des compétitions, j'ai fait les championnats d'Europe. J'aurais dû aller donc en 98 au JO de Sydney, en sport de démonstration. Mais après, c'était compliqué. Le CIO n'a pas signé les accords pour qu'on puisse venir. Enfin bref, voilà. Donc, ça aurait été une concrétisation absolue. Ah ouais, voilà. Et donc, bah, je continue. Donc oui, les championnats d'Europe, tout ça. Et arrive, je sais pas, j'ai 20 ans, on va dire. Et je commence à avoir des problèmes de genoux. Et là... Dû à quoi? T'as un problème? Bah, dû à... Non mais dû à, c'est quoi? En fait j'ai grandi trop vite. Ouais. Dû à la danse, les entraînements intensifs, la musculation. Et on ne trouve pas ce qu'il y a. J'ai mal aux genoux, mais on ne sait pas. Alors j'ai fait quelques épanchements de synovie, des choses comme ça, des infiltrations, des trucs. Ça allait quelques temps, ça allait plus. Enfin. Et puis un jour, je me fais une entorse et puis je vais voir un kiné et il me dit, mais tendez vos jambes. Et je tends mes jambes et il me dit, non mais tendez-les. Je dis, bah, elles sont tendues, je ne peux pas plus. Ah, alors là, je sais ce que vous avez. Enfin, il fait des recherches, il sait ce que j'ai. Et en gros, j'ai grandi trop vite. J'ai des ligaments qui n'ont pas suivi. Donc mes genoux, en fait, ils sont jamais, enfin mes jambes sont jamais tendues à fond. Et là, il me dit, ça commence à peser sur tes genoux, sachant que donc, je faisais de la danse, la musculation, et j'étais pompier en même temps. Donc j'étais sport. J'ai pas compris. Voilà. Ça se voit pas aujourd'hui, mais sport. Non, mais c'est-à-dire que ça se voit très bien avec les photos, et en fait, voilà. ouais, mais... Et donc du coup, il me dit, bah écoute mon gars, il va falloir ralentir. Et là, choc. Ouf.
non, tu peux pas Ah ouais, m'enlever la sportif danse. de haut niveau, c'est pas ouais, possible. c'est compliqué là. Ouais. Donc Ludo, bah, il a commencé à ralentir, et jusqu'au jour où je pouvais plus, j'étais obligé d'arrêter. Donc à 28 ans, ça m'a fait vraiment Mal. Ouais, je mal, sais, très ouais. mal. Et bah, tant pis, j'ai arrêté. Mm. Et je me suis dit que maintenant, c'est une partie de ma vie c'est des bons souvenirs et c'est une époque de ma vie. Ouais, puis tu as tellement Voilà. excellé aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, la danse, arrêt, ouais, à 28 ans. Bon, je danse encore un petit peu Ouais. à droite, à gauche, mais gentiment, je fais Mm. attention. Je fais attention. Ok, et ils sont, avec le temps, ils sont pas un peu étirés, les ligaments, enfin, ils ont pas... Non, ça bouge plus. Après, voilà, c'est parce que, bon, du coup, du fait d'avoir arrêté, ça a stoppé Oui. le mal que j'étais en train de me faire, on va dire. Et j'ai arrêté aussi pour éviter de mettre des prothèses ou des choses comme ça. Oui. Voilà, parce qu'on commençait à l'âge de 25, 22, 23 ans de me parler de prothèses. Ah, ouais, et là, tu as d'accord. dit... Stop. non. Ludo, si tu mets une prothèse à cet âge-là, à 60 ans, Bah, t'es en fauteuil. Donc, ok. Bon, une partie formidable, ouais. mais tellement. Effectivement, quand je t'ai rencontré, tu m'en as parlé tout de suite, et quand Ouais. tu m'as montré les photos et tout ça, et ouais, c'est génial. Puis cette sensibilité que tu avais par rapport au projet que tu pouvais mener, Ouais, sur ouais, le côté bien sûr. danse et création, je me suis dit, waouh, génial. Tu as ce truc de l'artiste, tu De comprends, l'artiste. oui, c'est ça, de la chose que tu vas aller chercher, de Oui, l'expressivité des corporels. Tout à fait. Tout C'est- à fait. il comprend bien. Ah, le corps. Ah, c'est... C'est- donc, bref. Donc là-dessus, ça, c'est le point de ta vie. Donc, 28 ans, t'arrêtes. ouais. Et entre-temps, tu faisais quoi? Tu faisais que de la danse en full pro ou tu avais un autre job à côté? Alors, Et une formation aussi, parce que Ouais, qu'est-ce que bien tu as sûr. foutu après? Alors j'avais une vie très. J'avais la danse, l'école, bien sûr, parce Ouais. que il fallait aller à l'école. Hein. À 10 ans, je voulais pas partir. Voilà. Donc l'école, donc le collège, je pars au lycée. Ouais, au lycée. Donc en je sais plus quelle année. Ça, c'est les années et moi, ça Non, mais fait c'est pas deux. grave. hein, Donc je pars c'est la trame qui est importante. Voilà, 3e, 4e au collège à l'Arbrel. Oui. Donc là, c'est encore très très compliqué parce que je prenais le bus le matin, je me levais, c'était 5 heures. Ouais, bah, je vois bien le Je trajet. prenais hein. le bus, je partais à l'Arbrel, l'école, le bus me ramenait, me déposait à Anse et non pas à Villefranche. Ma mère me récupérait à Anse et m'emmenait à mes cours de danse sur Lyon. Cette organisation. Donc voilà. Donc un grand merci à tous les parents qui facilitent la vie de leurs La enfants vie pour, de leurs pour les enfants, tout à activités. fait. Ouais, c'est clair. Un grand merci, puis moi je leur tire je leur tire mon chapeau parce que vraiment c'est un investissement Ah, mais tellement, ouais. envers ces enfants. Mais en même temps, quand envers on, ces voit, enfants. quand on les voit grandir, enfin, et avec ce que tu as pu faire, c'est Bien sûr, c'est on formidable. apporte de la fierté aussi. Ouais. Moi, ça me rendait souriant de voir les gens autour de moi, mes parents, mes grands-parents, fiers de moi. Enfin voilà, les larmes, oui. il a fait ça, mon fils a fait ça et tout. Alors que je suis pas du tout comme ça. Moi, me mettre sur un piédestal, c'est pas mon truc. Je préfère rester caché derrière. Oui, ok, j'ai fait ça, mais parce que ça m'a fait plaisir. C'est bon. Tu as parlé de moi 2 minutes, c'est bon. Laisse-moi tranquille. Donc oui, alors voilà. l'école. Donc l'école, l'Arbrel ouais. très compliqué parce que je faisais des heures donc au collège. Je me levais très tôt le matin, je me couchais très tard le soir. Donc je fais 2 ans à l'Arbrel et puis ensuite je viens sur Villefranche, donc au lycée Louis Armand pour un BEP CAP électrotechnique. Tu avais choisi ça comment? Donc 3e, 4e, je fais STI, Ouais. sciences techniques et industrielles, donc on touche un peu à tout. Ça te parle déjà, ça te plaît? Voilà, tout à Ok. fait, tout à fait. Déjà tout petit, moi je démontais des, Oui, bah, c'est ça je qui nous démontais manque. voilà, je démontais des petites voitures, des trucs avec des moteurs, des piles, je branchais, je faisais tourner un truc. Enfin voilà, il y avait un bordel monstre dans ma chambre. Ma mère, elle pétait un câble. Ouais, c'est le bordel. Bon, on va ranger ta chambre. Ok, on range ma chambre, machin. Elle trouvait du linge sous le lit, elle trouvait des. Enfin bref, voilà. Et puis, je suis toujours bordélique. Hein, mon garage, c'est toujours ça. Et 3 jours après, c'était de nouveau le bordel parce que j'avais dépioté des vieux magnétoscopes pour récupérer les moteurs, pour récupérer tout, pour bricoler en fait. Classe. Donc voilà. STI. Donc STI, donc on fait un peu de pneumatique, un peu d'électricité, enfin voilà. Et puis moi je me dis, bah ouais, l'électricité ça me plaît, enfin voilà. Donc je pars faire un CAP, BEP électrotechnique au lycée Louis Armand. Donc sur 2 ans. Et puis l'école c'est pas pour moi en fait. Je me rends compte que j'ai d'autres choses à faire. Non, mais c'est très bien. T'es Voilà. clair, tu avais un J'ai objectif. d'autres ça va choses bien. à faire. L'école, je perds mon temps. Moi ce que je veux c'est bosser. Bah, toi, tu bossais, ouais. C'est bosser. Je bossais déjà. Quand je suis arrivé donc, au lycée Louis Armand, j'avais 17 ans.
Ouais, 17 ans. Et à l'époque, on pouvait commencer déjà à travailler. Et je travaillais au McDo. Donc, ça a toujours été ta trame principale, on en parlait tout à l'heure dans la bagnole, c'était le fait de bosser. Il fallait bosser. Enfin, bosser. Moi, Ouais, mais c'est cool. C'est ça. Ouais. Pour moi, on n'a rien sans rien. Voilà. Et oui, j'ai une devise qui plaît peut-être pas forcément à tout le monde, mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ceux qui bûchent. Voilà. Après, c'est mon truc. Et voilà. Donc, pour moi, c'est il faut bosser, il faut bosser. Mais tu as un côté elle plaisir. me le dit des fois, putain, t'es jamais là. Bah oui, mais je bosse. Oui, mais tu as un côté plaisir d'en bosser. C'est pas, tout à fait. vraiment... Tout à fait. C'est pas une contrainte pour moi. Donc là-dessus, tu te fais McDo et respect parce que McDo. Voilà. Donc, McDo, études, danse, pompier. Je commence les pompiers à 18 ans. Voilà, donc j'ai une vie plus que dingue, j'ai mon permis, donc maintenant je suis autonome, je fais comme je veux. Et là, fin de mes 2 années de CAP et BEP, on va y revenir après, donc j'ai 19 ans, je prépare mes conscrits à Villefranche, dans un autre petit village à côté de Villefranche. Et là, j'ai plus de temps en fait. Et l'école me prend du temps et j'ai plus assez de temps pour faire autre chose. Donc je commence à partir de l'école. Et là, je ne vais pas à l'école. J'ai 18 ans, mon père travaille de nuit, ma mère a retrouvé du travail. Personne à la maison, sauf mon père qui dort puisqu'il travaille de nuit. Donc moi le midi, je rentre et j'intercepte les lettres parce qu'il n'y a pas Pronote. Pas mal. J'intercepte, j'étais un sale gosse. Mon fils, écoute pas, s'il te plaît. Ok. Donc j'intercepte les lettres, je réponds, machin, tout ça. Bien, total. Ah oui. Oh, j'étais majeur, merde. Je faisais mes petits mots d'absence quand je retournais au collège. Donc autonome quoi. Voilà. Donc en fait, je loupe 3 mois d'école. Ok. Voilà. Jusqu'au jour où mon père n'était pas couché, on reçoit un coup de téléphone. Oui, allô? Oui, monsieur Tenon, oui. C'est le lycée Louis Armand, là, oui. Votre fils n'est pas à l'école. Comment il n'est pas à l'école? Bah si, il y a sa voiture devant le collège. Devant le lycée. Non, pas à l'école. Bon, bah écoutez, je ne sais pas où il est, je vais voir, je vais essayer de l'appeler et tout. Et moi, dans cette journée, enfin cette matinée, là, je vois mon père qui m'appelle. Bon, je dis, mais je suis à l'école. Enfin, je lui dis pas, je décroche pas, quoi. Et à midi, je rentre et... Ah, papa, t'es pas couché? Non, faut qu'on parle. Ah, d'accord, bon, bah on va parler. T'étais où ce matin? Bah à l'école. Pardon? Si tu sais qu'il te pose la question comme ça, c'est qui c'est déjà. Et là, tu sais, je pouvais me faire tout petit. Bah non, j'étais pas à l'école. Oui, je sais, ça fait 3 mois que t'es pas à l'école. Oui. Donc là, cet après-midi, on a rendez-vous avec la CPE. D'accord, on va y aller. Donc je débarque là-bas. On va y aller. Et là, je me dis, putain, je suis dans la mouise, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais assumer, j'ai fait des conneries, j'assume. Et du coup, elle me met sur le truc, elle me dit, dans 2 mois ou 3 mois, je sais plus, il y a l'examen là, CAP, BEP. Tu loupes une seule fois les cours, je te désinscris de l'examen. D'accord, ok. Bon, ben je vais venir. On rentre à la maison, mon père me fout une charge phénoménale, ma mère, elle en rajoute par-dessus, enfin bref. C'est comme ça, ils avaient bien eu raison. Ta CPE a été hyper intelligente. Bien sûr, tout à fait. Alors, j'ai plus le nom en tête de cette CPE, mais oui, voilà, elle m'a fait comprendre que oui, ok, tu veux aller travailler, il n'y a pas de souci. Par contre, tu passes ton examen. Donc, j'ai passé mon examen. Toi, tu fonctionnes à l'objectif, donc ça marche bien ça. Voilà. J'ai toujours mis des objectifs dans ma vie. Et du coup, je passe mon examen. Et là, les profs qui me disent, de toute façon, tu l'auras jamais. On adore les paroles comme ça, hein, putain. Et là, moi, je me suis dit, alors, je l'ai regardé, j'ai dit, ah ouais, bah, je vais vous prouver que je vais l'avoir. Je n'étais pas serein quand même, mais je l'ai eu. Très bien. Donc, le jour des résultats, j'ai été les voir, j'ai dit, tiens, regarde. Voilà. Et je suis parti, et après, je suis rentré dans la vie active. Voilà, donc phase 2, la vie active. La vie active. Donc, j'ai fait quelques petits boulots en électricité, enfin, j'ai eu des employés, des boîtes qui ont fermé. J'ai eu beaucoup de soucis sur mes entreprises parce que beaucoup d'entreprises ont fermé en fait, petit à petit. C'était quoi ta spécialité? Parce que tu ouvres des boîtes dans quoi? L'électricité. Okay. J'étais électricité, une entreprise électrique. Et puis là, cette entreprise ferme et je me dis, ah bon, il faut que je trouve un patron. Enfin, il faut que je trouve une autre entreprise et je trouvais pas. Et à ce moment-là, mon père me dit, bah écoute, au boulot, on recherche quelqu'un, est-ce que tu veux venir? J'en parle, bah ouais papa, ouais je veux bien. Donc mon père en parle, machin, j'ai un entretien, et puis là, bah ils me prennent.
petit peu de piston, on va dire, mais voilà. Ouais, mais ils te prennent pour Donc c'est c'est de la bien. je rentre en plasturgie. Je fais des plaques de plastique pour le plastique c'est mal, je sais. Mais, Ouais, mais à l'époque, c'était mais à pareil à l'époque, Saint-Claude. on Enfin, en tu sais, avait t'avais plein, Léonard et enfin, compagnie voilà. là-bas. Ouais. Mais c'est ça, c'est Ouais. voilà. Donc je travaille pendant 7-8 ans par là, de nuit avec mon père en plasturgie. J'avais encore la danse à l'époque. Donc j'allais faire mes entraînements. Je commençais à 21h le travail le soir. Donc j'allais faire mes entraînements à 17-18h. Ouais. Et t'envoyais direct sur le taf. Et de Lyon, direction Saint-Georges-de-Renins. Donc une demi-heure, 3/4 d'heure de route. 3/4 d'heure. Voilà. Donc j'arrivais au boulot. Enfin voilà. Puis je continuais mon petit train de vie. Et jusqu'au jour où je suis parti de cette entreprise pour on s'entendait, enfin ça passait pas. Moi il y avait des choses, il fallait que ce soit comme ça. Bon bah moi ça m'allait pas. Ok, bon, Donc ils m'ont licencié. Et puis de ce fait, j'ai fait d'autres petites entreprises, mais pareil qui au bout d'un moment fermaient les portes, tout ça. Et là j'ai l'opportunité donc de bosser dans une entreprise de transport. T'as vu, on a un joli Caterpillar là. Voilà. Ouais. Ça va venir après. Ouais, ça va venir après. ça va venir après. Donc une entreprise de transport avec un patron qui a un, Tu vas me raconter. Ouais. voilà, qui a un petit Bichette. souci, Gilles de la Tourette. Okay, Donc, alors voilà. c'est un trouble. Ouais, voilà, c'est un syndrome un peu handicapant. Ah ben, beaucoup parfois. Il pousse des cris, des mots sans les contrôler. Et là, d'accord. Je le connaissais déjà, cet homme-là, puisque c'est un gamin, enfin c'est un gars que mes parents connaissaient quand on habitait sur Villefranche. Ses parents habitaient à côté et sa maman me gardait quand j'étais petit. Voilà, pour l'histoire. Et là, donc de tout petit, ce gars-là criait, voilà. Et avec le temps, ça s'est un peu amplifié. Bah, c'est le stress, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte à ce trouble-là. Et donc tu peux sortir plein d'insultes, ce qui peut être vachement problématique. Très problématique sur des livraisons en fait qu'on fait dans des cités, enfin des cités, des quartiers. La voilà. Belle Roche et compagnie. Voilà. Et là, bah, tu me donnes un coup de main, ouais, il sort. Et là, il crie des salarabes. Bon. Et je lui dis, bah écoute, non, rentre dans le camion, je vais y aller, je veux pas d'histoire, je suis connu ici. Et en plus, il était super mal de dire ça. Parce il était très mal parce qu'il pouvait pas se retenir. Et du coup, c'était quand même gênant et tout. Bon, bref, donc je gère tout ça, on travaille un peu ensemble. Après, je suis amené à travailler tout seul, à conduire mes camions et puis faire mes livraisons tout seul, tranquillement. Et ça se passe bien ? Ça se passe bien, mais la livraison, on sait tous que on est tous à 100 000 à l'heure, le téléphone, le truc, et puis je commence à perdre des points sur mon permis. Oui, vitesse. Même pas, Ouais, non, surtout le téléphone, surtout les stops un peu coulés, mais la vitesse, pas forcément, peut-être une, mais à quelques kilomètres heure, voilà, un point, mais bon, un point plus un point plus un point. Ouais, t'as 12, hein, voilà. à la base, t'as plus. Et au bout d'un moment, je reçois une lettre en me disant, bah voilà, monsieur Tenon, vous me donnez votre permis parce que vous avez plus de points. Ah, comment je vais faire Et là, plus de boulot, plus rien, plus de voiture, enfin plus de voiture. Voilà, je pouvais plus conduire tout ça. Et à cette époque, donc c'est en 2012, je venais de rencontrer ma femme qui a maintenant. Et là, on habitait à 40 ou 50 km. Et là, je lui ai dit, écoute, je pourrais plus venir te voir parce que j'ai plus de permis. Voilà. Et donc 2012, donc voilà, je perds mon permis, enfin bref. Et un petit peu avant 2012, en 2009, je décide de créer mon auto-entreprise. Donc c'est de là où tout part aussi. C'est que je me dis, putain Ludo, tu bosses, tu t'es manuel. C'est toi manuel. Avec le comme français, tout voilà. C'est manuel, enfin voilà, Ludo, tu sais faire plein de choses, putain. Et beaucoup de gens me poussaient derrière. Ludo, monte ta boîte. Il me manquait peut-être un peu quelque chose entre les jambes pour monter ma boîte, donc j'ai fait qu'une auto-entreprise. J'ai dit, on va y aller. Il vaut mieux commencer comme ça directement avant une société parce que c'est trop compliqué tout de suite. Et du coup, je commence à faire des devis à droite, à gauche, et puis là, des choses que je me dis, putain, j'ai jamais fait. Tu peux pas faire ça, Ludo, tu sais pas faire. On peut apprendre. C'est pas grave, je vais apprendre. Ouais, donc j'ai regardé d'autres travailler, d'autres faire. J'ai appris tout seul, un peu sur le tas, quoi. Sur le tas. Il n'y avait pas encore
trop les tutos, les choses comme ça. Après, même les tutos, des fois, il faut mieux voir les gens en vrai pour ça. Et du coup, je me dis, bah, allez, Ludo, c'est pas grave, et essaye, puis tu verras bien. Donc, j'ai fait plein de choses, des terrasses en bois, des bassins. Paysagiste, quasi. Ouais, paysagiste. J'ai fait de l'aménagement aussi intérieur, des cloisons en bois, du placo, de la peinture, enfin tout ce l'aménagement intérieur. Je savais faire, je le faisais. Après, on me demandait de faire du carrelage, bah non, je ne sais pas faire, donc là, non, je ne fais pas. Je préfère laisser ça à quelqu'un qui sait faire. Tu as des décennales aussi qui rentrent en ligne de compte. Voilà, tout à fait. Après, voilà. Donc je fais mon petit train aussi avec mon entreprise, tout va bien, que je ferme en 2019. Parce que j'ai pas le choix par rapport au job que j'ai maintenant. Voilà. Donc je perds mon permis, on revient un peu après. Ouais, c'est ça. Je perds mon permis, donc là, je me dis, comment je vais travailler? Il faut que je travaille. Donc avec mon petit scooter, enfin le scooter que j'avais pris à ma soeur, enfin que ma soeur me prêtait, je me baladais, enfin bref, et puis je trouve un gars qui me dit, bah écoute, au château à Saint-Bernard, il recherche quelqu'un pour entretenir l'extérieur et tout pendant les mois d'été, enfin printemps, été et automne. Mais t'es au RSA après ou avant? Alors là, donc oui, donc je perds mon permis, mon patron ne veut pas me licencier, il me dit de me débrouiller, d'y aller en taxi, tout ça, mais le taxi, je travaille, enfin la boîte elle est à 20 ou 30 km, en fait j'allais aller travailler pour rien. Donc je fais un abandon de poste et les 15 premiers jours se passent bien puisqu'il m'envoie ma première lettre pour me prévenir qu'il va me licencier si je ne donne pas de nouvelles. Donc je dis impeccable, voilà. Donc moi je ne donne pas de nouvelles. Et là plus rien, plus de nouvelles, plus rien. J'essaye de l'appeler, savoir où en est le licenciement. Plus rien, plus rien, plus rien. Pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois je ne suis pas payé. J'ai mon appartement. Ma femme maintenant a son appartement, on ne vit pas ensemble encore. Hein. Et donc il y a des personnes qui me disent, mais Ludo, fais une demande de RSA, tu vas avoir le droit et tout. Je dis, bah ouais, mais bon, moi je veux bosser, hein. Mais là je peux pas, j'attends qu'il me licencie. Bah oui. Donc je fais quand même une demande, allô monsieur RSA. Et là, tu as à l'époque des personnes qui te répondent et pas des claviers ou des trucs d'internet insupportables, c'est des vrais gens. Merci. Voilà, c'est pas, ouais. Et donc, bah oui monsieur, on va vous aider. Ah, génial, merci. Donc je leur explique mon problème et tout, ils me disent bah oui on peut vous aider. Bon, je touche le RSA, 3 mois après je décide de démissionner parce que il y a plus de, ça aboutit pas. Mon patron s'en fiche puisque il me paye pas. Il paye juste ses charges patronales. Donc tu as passé 3 mois sans rien? Sans rien du tout, à manger des pommes de terre, respect. Tu avais un petit peu de sous de côté. J'avais un petit peu de sous de côté, puis j'avais mes parents et c'est dur comme, c'est dur, même pour toi psychologiquement, c'est super dur. Bien sûr, quand tes potes t'appellent, Ludo, ah non, j'ai quelque chose de prévu. Oui, parce que c'est difficile la relation à dire j'ai pas, etc. Tout à fait. Donc hyper balèze, toi. Donc RSA, ok, et vient le moment à la fin du RSA où ton travail, effectivement, tu as le basculement. Et donc je retrouve du travail donc à Saint-Bernard, au château à Saint-Bernard, pour l'entretien extérieur du parc et tout, qui est magnifique, pendant 6 mois à peu près. Et donc je rappelle monsieur RSA pour lui dire, ben voilà monsieur, j'ai trouvé du travail, comment on fait? Pas de souci monsieur, vous inquiétez pas, on va vous arrêter vos droits, vous allez retoucher pendant quelques temps, mais on va vous arrêter vos droits. Bon, impeccable, nickel. Et là, entre-temps, j'avais rencontré ma femme, et puis là, elle tombe enceinte. Donc, on court là en 2012, elle tombe enceinte, et puis là, il lui demande déclaration de grossesse, vous habitez où, quand, comment, machin, depuis quand? Et là, le mec, elle habite chez moi depuis le début, quoi. Enfin voilà, elle ne cherche pas à comprendre. Et là, monsieur RSA qui fait tiring, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais là, vous nous aviez pas dit que vous habitiez en couple. On est concubins, quoi. Enfin, on n'est pas mariés, on n'était pas forcément en couple. Oui, vous nous devez. C'est ça que j'adore. Ils sont capables de te ponctionner parce qu'ils estiment que tu es censé financer l'autre personne. Mais c'est ça. Et là, je venais juste de, voilà, tu vois, il y avait la tête de l'eau, elle était là. La plouf, allez hop, Ludo, putain. Bon, ok, on va s'en sortir. De toute façon, il n'y a pas le choix, il faut, Et puis voilà, puis donc on continue notre petit bout de chemin, tout ça. Et puis en 2013, il y a mon fils qui est arrivé, le 14 juillet 2013. Ah, c'est fait. Il est très gentil, Voilà, il est très gentil, mon fils, mais il m'a fait louper le défilé quand même. Mais bon, enfin, je lui en veux pas quand même. Voilà. T'entends le blanc après?
Pour le silence total. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Parle. Donc on en était où? Il est permis, le 14 juillet. Voilà, tout il est ça. le 14 juillet. Entre-temps, j'ai quand même récupéré mon permis. Pas mal. Voilà. Et j'ai trouvé une entreprise qui m'a embauché dans la rénovation Ok. de bâtiments. Voilà. Vroom, vroom. Après, je conduisais un peu ces engins-là pour décaisser des cours, creuser des tranchées, enfin pas avec ça, mais avec des mini-pelles. Voilà, de la démole, enfin beaucoup de choses. Mais il fallait que je bosse. Oui, Enfin, j'ai récupéré le permis, il faut que je bosse. on a bien compris. Hein. Voilà. Donc Ludo, tu bûches, tu commences à 6h du matin, tu rentres à 7h, tu t'en fous, tu as fait ta journée, mais ta journée, elle a été faite, machin. Donc mon patron a vite compris qui j'étais, les capacités que j'avais. Donc m'a un peu... C'est vrai que tu n'es pas une bûche. Hein. Voilà. Ouais, il t'a un peu récupéré là. Un peu, voilà. Et travail. Et en 2017, à force de travailler, beaucoup, vraiment beaucoup, plus mon auto-entreprise à côté. Donc, je bossais 6 jours sur 7, 18 heures sur 24. Quoi. Et là, il surgit l'accident et je me coupe les doigts avec une tronçonneuse. Waouh. Alors, au début, je me dis, wow, d'accord, bon, stop, tout s'arrête. Je peux plus travailler, je peux plus rien faire. Coupé ou vraiment, ouais. Ils me les ont remis, mais vraiment, voilà. Donc opération, kiné. Il réussit à me sauver mes doigts parce qu'au début il me dit monsieur, vous y tenez à votre doigt? Ouais. Je viens de me marier, j'ai la bague, ça m'embêterait de voilà. Je vais faire ce que je peux. Donc il me sauve mes doigts. Donc on continue, rééducation. Je chope une algodystrophie, c'est un truc un peu dans le cerveau qui me handicape, on va dire, sur le fonctionnement de mon Toujours bras. aujourd'hui ou pas? Non, il me semble plus, là ça va. Il y a des moments où j'ai des crises, mais c'est très minime. C'est très minime. Par contre, j'ai plus de sensibilité dans la main. Okay. C'est-à-dire que tu vois là, je me suis brûlé, j'ai pas senti. C'est pratique ça. Oh, je me suis brûlé, tiens. Bon, tant pis. Non, mais je vois très bien. Ouais, chérie, tu peux sortir le plat du four? Ouais, pas de problème. Mais ça fume, c'est pas grave. Donc la suite. Putain. Bref. Donc la suite arrive que je suis licencié pour inaptitude à mon poste. Ouais, mais tu as droit à des allocations. Oui, j'ai le droit au chômage, j'ai le droit à pas mal de choses. Mais pour toi, psychologiquement, de ne pas travailler, enfin. Mais ça a été un mal pour un bien. Ouais. Vraiment. Parce que stop par rapport à ce que dirait Laetitia, la roue de hamster, quoi. Ouais. Ça m'a dit, Ludo. De toute façon, j'avais dit que à 40 ans, j'arrêterais ce métier un peu physique. Parce que j'ai d'autres choses à faire et je ne veux pas m'esquinter en fait. Ils me le disent tous, après une vie, voilà, tu rencontres les papiers là qu'on fait. Oui, tout à fait. Moi j'ai rencontré des maçons, j'ai rencontré des charpentiers, et ces gars-là qui ont 60, 70 ans, qui sont esquintés, bah oui, mais la fierté qu'ils ont, c'est qu'ils ont travaillé toute leur vie, ils ont bûché, mais voilà, dans l'état où ils sont après, moi je me dis que non, on n'a qu'une vie et il faut en profiter. Et ok, stop. Voilà. Donc cet accident, pour moi, c'est un mal pour un bien. Parce que de là, au bout d'1 an et demi, au bout d'1 an, je suis en accident de travail. Ensuite, j'ai un licenciement pour inaptitude à mon poste. Je touche le chômage et je me dis, il faut que je trouve du boulot. Rebolote, on va rechercher du boulot. Ludo, tu restes pas dans ton canapé. D'ailleurs, mon canapé, je crois qu'il ne me connaît pas. Mais bon, bref. Et là... ma mère qui travaille au collège de Lima, enfin qui travaillait puisqu'elle est à la retraite maintenant, entend une conversation entre deux personnes. Collège de Chazet, on cherche un ATM, un agent technique de maintenance, mais on ne trouve pas. Et là, ma mère, elle tique, elle dit hop, hop, hop. Viens à toi. C'est où ça? Chazet d'Azergues, d'accord. Mais mon fils cherche du boulot. Ah, et ton fils, il sait faire quoi? Tout. Même le con. Ah, bon. Allez, vas-y. Tu lui dis qu'il nous envoie son CV, sa lettre de motivation, tout ça. J'envoie CV, lettre de motivation, et me voilà arrivé au collège de Chazet d'Azergues en 2019, octobre 2019. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Et là-bas, je fais des rencontres
vraiment exceptionnel. Je fais mon boulot comme je le fais d'habitude. Et là, j'ai de la reconnaissance dans mon travail. Et là, je suis choqué. Oui, je comprends. Je suis choqué. Je me dis, mais en fait, il y a des gens qui peuvent faire ça. C'est bien. C'est à considérer ton travail, Voilà. en fait. C'est de la considération. Ludo, vous avez bien bossé. Putain, Ludo, c'est bien ce que vous avez fait. J'ai fait mon travail. Non, mais continuez comme ça. Ah, là, tu te d'accord. dis, ah ouais, peut-être Ok. que ça vaut quelque chose. Tout ça, Ouais, voilà. Oui. Et en fait, j'ai trouvé un poste extraordinaire où je me plais dans mon travail, où je bosse, je suis à l'écoute de tout le monde. C'était extrêmement efficace, hein, c'est vrai. Je te le dis, fais hein. mon travail. Ouais. Voilà, on me demande de faire ça, je le fais, c'est mon boulot, je le fais. Point. Et, et là, oui, je rencontre des personnes, Madame Bonnet d'ailleurs, qui va beaucoup me manquer. Ça va être un deuxième tournant, je pense, dans ma carrière pro, parce que cette personne-là, on peut parler avec elle, elle est à l'écoute, elle est humaine, elle est tout ce qu'on veut. Enfin, je ne vais pas lui faire des grandes éloges, elle sait ce que je pense, mais voilà, cette personne-là, d'autant plus qu'avec le Covid, les installations qu'il a fallu faire au collège et tout, on s'est plus ou moins rapprochés, un peu complices, un peu, voilà. Et je me dis, mais je me plais ici, je suis bien. J'ai un boulot qui est fabuleux, voilà, je fais ce qui me plaît. J'ai du temps pour moi, parce que j'ai un horaire à respecter, je respecte ces horaires-là. Je rentre chez moi, je suis chez moi, j'ai mes enfants. Mon fils, ma fille, ma femme. Ah, tu les vois grandir, quoi, c'est important. Je les vois grandir. Enfin, que mon fils, j'ai pas vu tout de suite en fait. Avant, quand mon fils est né, je travaillais encore dans le bâtiment, tout ça. J'avais pas d'heure. Mon fils, les premières années, je l'ai pas vu grandir. Ma fille, je l'ai vu. Et je me dis que c'est tellement important ça. Que maintenant, je changerai pour plus rien. Et puis un jour, dans ce collège, il y a toi qui est apparu, ce bonhomme là qui fait du bruit de partout là et qui crie, qui hurle. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que celui-là? Et puis petit à petit, je pense que j'ai essayé de voir qui t'étais, un peu. tu vois. Et puis toi qui arrives dans tes chaussures de velours. Ouais, tu veux pas venir? Ouais, ok, j'arrive. Et puis en fait, on a créé une amitié tous les deux, je pense, qui est fabuleuse. Et maintenant, je suis. Après, si tu t'es fait chier. Tu t'es fait chier avec Antigone, par exemple, parce que là, c'est le truc Je me suis pas fait chier, je me suis amusé. Projet Antigone. Ouais, t'as vu les nombres d'heures qu'on a chiffrées, ça t'a rappelé le moment où tu travaillais dans le BTP? Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, l'aboutissement, mais c'est pareil, c'est toujours. Mais t'as le côté artistique aussi qui rentre, c'est ce que je disais tout à l'heure pour toi. Et ce que je dis, t'as rien sans rien. Donc tu bosses, t'as quelque chose. On a bossé sur le projet Antigone, tu vois ce que ça a donné? Enfin voilà, tu bosses, tu as quelque chose. Ouais, c'était classe. Et donc, mais tu as quand même des objectifs d'évolution parce que. Bien sûr. Ce truc-là, parce que toi, tu vas toujours bouger de toute façon. Même jusqu'à la fin, tu vas bouger, hein, Michel? Différemment. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors? Donc après, voilà, donc dans mon job, je travaille pour le département, on a possibilité d'évolution, de passage de concours, d'examen professionnel, tout ça. Et moi, mon but, c'est de passer des concours. J'en ai passé un là, il n'y a pas longtemps. Donc, et tu t'es pas mal classé d'ailleurs pour une première fois. Je l'ai loupé, mais pour une première fois, je suis satisfait. Le seul truc qui m'embête, c'est que j'aurais bien voulu aller à l'oral pour voir ce que ça donnait, pour pouvoir me préparer pour la prochaine. Mais c'est pas grave. L'année prochaine, j'en passerai un autre. T'es pas un peu Capricorne, Bélier? Non, je suis vierge. J'ai 2 enfants, mais je suis vierge. Continue donc continue. Tiens, prends un demi. Et donc t'étais l'évolution du département. Concours, voilà, tout ça. Donc je passe un premier concours qui était attendu vraiment au collège. Je me rappelle d'ailleurs encore Madame Bonnet qui me dit de toute façon, si vous ne l'avez pas et que vous partez, vous ne partirez pas, on vous attache au collège, vous restez ici. D'accord, très bien. Donc je passe ce premier concours, je l'ai, et là je décide de passer un concours qui est vachement plus haut, un concours de technicien, et donc je descends à Montpellier pour passer ce concours. On attend les résultats, je les ai eus. Bon, je l'ai loupé. Écoute, c'est la première fois que je passe ce concours qui est quand même assez complexe. Je t'ai vu le préparer, donc je vois bien, effectivement. C'est pas grave, c'est un entraînement, je sais à quoi m'en tenir maintenant, voilà. Et puis quand je reçois les notes, je me dis, ah ouais, t'es pas passé loin quand même. Mais c'est pas grave, tant pis, je le repasserai.
Voilà, donc là... Et avec plus de réflexion d'ailleurs sur le monde qui t'entoure et la manière de construire et tout ça. Ouais, tout à fait. Et c'est une très bonne chose ça. Et là, à peine les notes reçues, j'étais déjà sur l'ordinateur pour rechercher d'autres concours. D'ailleurs, que je vais retirer le dossier là, au mois de septembre pour le passer fin janvier. Et alors donc, voilà. phase 3, dernier volet, les conscrits. Alors, enfin, tu nous expliques parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce que c'est. Voilà. Et tu as quand même une mission importante au sein des conscrits. C'est-à-dire que tu vas à l'armée, quoi? Ouais, alors les conscrits, à la base, c'est l'appel des jeunes pour aller à la guerre. En fait. Ouais, c'est ça en fait. Pour aller à la guerre. Et donc, c'était des tirages au sort. Tu t'es tiré au sort, tu partais ou tu partais pas. Et là, donc c'est ça, c'est première guerre, deuxième guerre, c'est enfin, vraiment guerre mondiale, le début, c'est des trucs à l'ancienne, quoi. 1700 et quelques. Et là, à un moment donné, il y a deux jeunes qui ont décidé, donc qui ont été... Alors, c'est compliqué, je ne me rappelle plus exactement l'histoire. Les conscrits qui m'entendent vont me dire c'est quoi ce mec-là, mais bon, c'est pas grave. En fait, c'est deux jeunes qui ont décidé qui ont été tirés au sort et qui ont décidé de défiler à Villefranche avec un costume, un chapeau de forme, tout ça. Donc on commence à défiler dans les rues de Villefranche et puis petit à petit c'est devenu une tradition qui n'est plus le départ à l'armée ou à la guerre maintenant, mais qui est une fête qui est classée depuis 2018. 19, 18, je ne sais plus, qui est classée au patrimoine culturel immatériel français. Donc on fait de la culture en faisant les conscrits. Ok. Et voilà. Alors ça marche comment? Et je sais que après vous visez effectivement une inscription à l'UNESCO, c'est ça? Ouais. On vise l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, mais est-ce que c'est vraiment typique à cette région? Enfin même pas région, c'est à ce. Enfin ça se trouve même dans la Loire, on faisait aussi les conscrits. Oui. Alors si tu veux, les conscrits, c'est une marque qui a été déposée sur Villefranche parce que les conscrits, c'est Villefranche. Ok. Ensuite, ça s'est étendu au village alentour, tout ça, donc qui est devenu plus ou moins dans les villages la fête des classes. C'est ça. Voilà. Et notamment, en fait, on ne voit pas que forcément les nés de la même décade. C'est-à-dire que l'année prochaine, en 2023, les gens qui vont défiler dans Villefranche seront des gens qui sont nés en 3. Ok. 73, 83, enfin voilà. Et dans les villages aux alentours, il y en a qui font 19 ans, 18 ans, donc les classes, tout ça, c'est différent. Et on est vraiment attaché, nous, à notre fête par rapport à beaucoup de choses, parce qu'on œuvre aussi pour des centres handicapés, on fait des dons à ces gens-là. Le dimanche, quand on fait notre repas le dimanche midi, on vend ce qu'on appelle des chanots. Et les bénéfices de ces ventes-là sont reversés à des centres sur Villefranche, des centres handicapés, des centres d'aide aux personnes en difficulté. Voilà, donc il y a autre chose que derrière. On fait la fête, mais il y a d'autres choses derrière. Puis il y a ce côté fédérateur aussi du côté local où il y a tout est agrégé, quoi. Tout le monde l'attend. Et pour avoir fait la vague qui a un truc typique, c'est quand même dingue. Alors, la vague, qu'est-ce que c'est la vague? Parle-nous parce que moi la vague. La vague, c'est pas la vague dans le sud. Il n'y a pas beaucoup de vagues déjà, un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, ça dépend des tempêtes. Alors la vague, le dimanche midi, le dimanche matin, donc c'est tous les conscrits de Villefranche qui défilent par âge. Donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et après. Et pourquoi on appelle la vague? Parce que quand on défile, en fait, on se croise. Tout en avançant, on fait une vague en fait. Voilà, donc c'est quelque chose de magique. Quand on arrive en haut de la rue nationale, qu'on voit ces millions de personnes qui viennent nous voir, c'est noir de monde et là on défile. Vous avez une vraie portée nationale. Ah ouais, tout à fait. C'est juste magnifique. Les deux. Voilà, on fait venir aussi des fanfares qui viennent de pays étrangers. On fait venir des fanfares de plein de choses et voilà, c'est magique. C'est une famille. Tu es à l'organisation et ça se passe comment l'organisation d'un truc comme ça? Alors c'est très. Enfin, il y a une hiérarchie quand même, on va dire. En fait, chaque classe est une association indépendante. Ok. Voilà. Donc moi, je suis président de ma classe, donc la classe 2003, les futurs 40 ans.
il y a les présidents de Futur 50, enfin des 50, 60, 70 de chaque décade. Il y a un président d'interclasse, donc la classe en 3, et ensuite il y a un président de l'interclasse générale. Voilà, donc c'est bien, voilà, donc l'interclasse générale est là pour nous aider lors de la fête, pour que tout se passe bien, le service de sécurité, l'accueil des fanfares, enfin il y a plein de choses qui, autour de cette fête, en fait, c'est une fourmilière, vraiment, vraiment, il y a plein de personnes qui... Cette organisation voilà, de dingue. ouais. C'est une très grosse organisation. On a 10 ans pour la préparer, notre fête. Donc, pendant 10 ans, on fait pareil, il faut qu'on fasse rentrer un peu d'argent pour pouvoir payer ce qu'on a à payer. Hein. Les services de sécurité, les fanfares, la location des minibus parce qu'on ne prend pas nos voitures, les restaurants. Enfin voilà, c'est une semaine où on fait la fête. On fait vraiment la fête et c'est génial, voilà. Moi, je suis impatient. J'espère que cette année, fin janvier, on va pouvoir défiler, que notre ami Covid va nous foutre la paix. Ouais. Mais c'est... Voilà. T'as un parcours de vie hyper varié, c'est tellement chouette. J'ai fait plein de choses. Ah mais et encore, parce qu'à un moment, il faut... On n'a pas parlé. Est-ce que tu as une dernière anecdote ou un mot que tu voudrais dire à nous tous? Merci. Merci aux personnes qui m'entourent en fait, qui sont là pour moi. Merci à ma femme parce que vraiment elle est bien faite. Oui, j'entends, effectivement. Vraiment elle est bien faite parce que voilà, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a encore d'autres choses. Il y a la pêche. Voilà, il y a la pêche, il y a le camping-car, enfin voilà, on est tout le temps sur la route. Moi, enfin voilà, la pêche c'est une passion qui est, je pourrais en parler des heures. Donc voilà, et voilà, je rentre à la maison, chérie, telle date, j'ai un concours de pêche. Chérie, telle date, je suis pas là. Ça te gêne? Non, c'est bon. Ah, donc ouais, vraiment, ma femme, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire de me supporter et t'aider, enfin, oui, de m'aider, c'est pas que du support, enfin du support au sens de aide, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais j'ai eu plein de relations dans ma vie. Enfin, plein, non, c'est un mensonge. J'ai eu vraiment deux vraies relations. Et la relation que j'ai maintenant, hein, enfin, je suis marié, j'ai des enfants, donc maintenant c'est ma dernière, je l'espère. Mais celle-là, ouais, c'est pareil, ça a changé tout dans ma vie. Voilà, on est une famille, c'est une famille. Voilà. Donc, mais merci à tous les gens qui m'entourent, qui m'acceptent, qui me comprennent, voilà. C'était cool. Voilà. Merci Olivier. C'était bien. Ouais.